Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première causerie organisée par l'ACFAS Acadie, l'antenne régionale en Atlantique de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences et par le service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton. Merci d'être avec nous en direct sur les pages Facebook de l'ACFAS Acadie et du SVES, ainsi que sur Twitch. Je suis Antoine Zboralski, représentant étudiant à l'ACFAS Acadie et doctorant en sciences de la vie, et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Alain Deneau, professeur de philosophie à l'Université de Moncton dans la péninsule acadienne au campus de Shippagan et membre du Collège international de philosophie à Paris. Alain, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir. Nous allons aujourd'hui parler de ton dernier essai, Bande de colons, mauvaise conscience de classe, paru en septembre chez Lux Éditeur. Ce sera un format entrevue d'une quarantaine de minutes, suivi de questions du public. Pour vous qui nous regardez confortablement depuis chez vous, au bureau ou ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire de la vidéo en direct sur Facebook ou sur Twitch. Je tâcherai de les relayer à notre invité. Alors, pour commencer, Alain, qu'est-ce que c'est que cette bande de colons et pourquoi la nommer, pourquoi en parler maintenant? D'abord, bande de colons, c'est une expression. Et mon livre n'est pas une apostrophe, c'est pas un anathème que je prends à mon compte, c'est un objet. Bande de colons, c'est un objet, c'est une expression sur laquelle on peut s'arrêter et qui est étonnante à deux titres. Étonnante d'abord parce que il s'agit d'une description qui me semble au plus près de ce que nous sommes ici et qui, quoique adaptée, quoique juste, euh, échappe aux usages courants. Ça a été étonnant pour moi de me dire, au fond, démographiquement, le Canada est un Chili à l'horizontale. Hein, si on regarde les choses sur le plan là, de l'étalement des gens hein, sur ce territoire continental, hein, essentiellement, je pense que c'est 90% des Canadiens qui sont à 75 km des États-Unis, hein, ou le long du Saint-Laurent. Quoi. On a là une concentration considérable de gens qui sont à la frontière sud et qui sont, du point de vue du statut, des colons. Il me semble que c'est l'expression la plus juste pour désigner ce que nous sommes ici. Or, euh, il est étonnant de voir que ce terme qui nous définit le mieux est un des moins réfléchis de notre tradition politique. C'est-à-dire que quand vient le temps pour nous de nous nommer, de nous dire qu'est-ce que nous sommes. Bon, pour un Français, c'est pas compliqué. Il est un citoyen d'une république. Bon, aux États-Unis, c'est pas tellement compliqué non plus. Ensuite, on peut discuter sur au fond la récupération que ce mot de république a fait l'objet, dont ce mot de république a fait l'objet dans l'histoire en France. Bon, on pourra toujours. Bon, mais le statut est clair sur un plan formel. Ici, le statut n'est pas très clair. Bon, nous sommes sujets de Sa Majesté, mais c'est assez rare qu'on se présente à ce titre. On va se dire citoyen, mais quand on se dit citoyen, c'est plutôt pour parler de la ville d'où on vient. Hein. Je suis citoyen de Boucherville, je suis citoyen d'Yonne, hein, je suis citoyen de Bon, et on est citoyen quand on voyage, sinon, parce qu'on a une citoyenneté canadienne. Mais on n'a pas le statut de citoyen parce qu'on n'est pas dans une république. Et au fond, ce dont on se rend compte, c'est que le Canada, du point de vue de sa constitution, au sens propre et au sens du processus historique, là, comment il s'est constitué, la constitution du pays, il est un bric-à-brac. Bon, il est un bric-à-brac notionnel, c'est une monarchie qui est un jour un peu inclus de considérations bon, libérales, républicaines, bon, ainsi de suite. On a un peu amalgamé des notions pour donner lieu à cette espèce de bouillabaisse postmoderne dont on hérite aujourd'hui. Or, le statut de colon me semble le plus convenable pour nous désigner, étant donné ce qu'est l'histoire du Canada, étant donné d'où on vient, étant donné ce qui explique notre présence ici. Et quand je parle du nous, là, pour être très clair, je parle d'une présence de peuples d'une population européenne hein, ou d'immigrants accueillis par elle hein, en vertu de ces institutions sur le territoire, disons au détriment des Premières Nations, pour le dire simplement et de manière expéditive. Il n'y a Alors, pas beaucoup de pays dans le monde où le statut de colon est affirmé et assumé. Il y a peut-être Israël, hein, où on va nommer comme tel le colon, hein, comme étant un acteur qui n'est pas un décideur, qui est un pion, en fait, qui est un agent
qui, lui, sciemment accepte d'être sur un territoire pour l'occuper, hein, et pour nuire à une population qui se trouve, elle, occupée, oui. Donc là, il y a un cadre assez exceptionnel où le mot existe, mais ici, on ne l'a pas assumé, et le fait de ne pas l'assumer nous nuit dans la prise de conscience qui est nécessaire pour comprendre d'où on vient, où on va et qui on est. Mais alors où est-ce qu'on va? Pourquoi tu as choisi de justement écrire cet ouvrage, cet essai, maintenant? Pourquoi tu penses que c'est important de parler de la figure du colon aujourd'hui, de la définir et d'asseoir cette figure au Canada? Ben, le maintenant et le pourquoi ont des réponses différentes, là. Le maintenant, c'est parce que j'ai fait des interventions sur cette question-là. C'est à savoir que, bon, en fait, ce que mon propos consiste à dire d'abord et avant tout, c'est que lorsqu'on parle ici de qui nous sommes, du point de vue des statuts, hein, sociaux, historiques, politiques, on a beaucoup de difficulté à se débrouiller dans les termes. Très souvent, dans un premier temps, de manière assez spontanée, tout le monde va se dire membre d'une vaste classe moyenne, mais c'est un concept absolument flou parce que tout le monde étant de la classe moyenne, il n'y a plus de classe. Hein, on va dire, de quelqu'un qui gagne 150 000 par année, qui fait partie de la haute classe moyenne, de quelqu'un qui tire le diable par la queue, puis qui a 2 emplois à temps partiel, mal rémunérés, qu'il est de la basse. J'avais même vu un sondage à un moment donné, ou une sorte d'enquête faite dans un journal que je nommerai pas par charité, et qui avait dit de quelle classe moyenne êtes-vous? Donc, comme quoi la confusion est totale, quoi. Bon, il y a que la classe moyenne. Bon, dans l'optique, hein, c'est très, très rare que dans la presse, dans le débat public, de la conscience publique, on parlera en termes de classe, sinon en nommant les prolétaires, en nommant les oligarques, et en situant quelque part la classe moyenne. On essaie d'en faire un concept tellement englobant qu'il ne signifie plus rien. Bon, ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est que lorsqu'on est critique, lorsqu'on se dit ça n'a pas de sens, cette notion-là, elle n'est pas heuristique, elle n'est pas opérationnelle, on a tendance spontanément, lorsqu'on a fait un peu de sociologie, de pensée politique, de se référer à une nomenclature des classes sociales qui relève, hein, de la tradition européenne. Bon, on va revenir avec les bons vieux concepts, donc peut-être marxiens, là, de la bourgeoisie, hein, du prolétariat, puis entre les deux, on va essayer de désigner des catégories intermédiaires comme les boutiquiers, quelques propriétaires fonciers qui ne sont pas nécessairement des grands capitalistes. Bon, on va ensuite penser les employés, une certaine paysannerie. Bon, on va essayer de trouver un décalage, une sorte de déclinaison. Je pense que cet ensemble de notions, ce corpus est pertinent pour désigner cette classe moyenne dont je parlais tout à l'heure, mais n'est pas suffisante pour traiter du cas canadien. Le cas canadien est plus complexe, et il est plus spécifique. Et j'ai cru bon, à un moment donné, à faveur de conférences, je suis en train de répondre en fait au pourquoi, d'essayer de débrouiller tout ça et de rappeler qu'au fond, s'il y a des classes sociales ici, d'abord et avant tout, pour les penser, on doit s'en remettre à une nomenclature spécifique à l'histoire coloniale qui est la nôtre et désigner 3 grandes catégories d'acteurs sociaux: les colonisateurs, les colons, les colonisés. Bon, rapidement, les colonisateurs, c'est une minorité. On pourrait parler d'oligarchie aujourd'hui, ou du fameux 1% dont il a été question dans la décennie 2010, hein, c'est-à-dire ces oligarques, ces puissants, qui sont autant un mélange de décideurs publics majeurs, là, de haut vol, en même temps que des détenteurs de capitaux, des grands banquiers, des investisseurs dans le domaine industriel, et ainsi de suite, qui sont à même de façonner la colonie, hein, de la déterminer, hein, d'en voter les lois, d'en décider les destinées. Bon, on a une première catégorie de gens qui sont les très, très puissants. Puis dans l'histoire ici, c'est les Molson, McGill, Van Horn, c'est plus près de nous, les Irving, les Desmarais, les Monk, ces gens puissants qui ont un pouvoir sur l'orientation de la colonie, et sur sa direction et sur ses modalités opérationnelles. Bon. L'autre bout du spectre, il y a les colonisés, qui sont des gens subissant, j'aurais envie de dire, par moment, un génocide lent, c'est-à-dire, quand on parle de mort lente, là, c'est-à-dire, dans l'histoire, une marginalisation mortifère dans des réserves. Et les historiens nous rappellent à quel point cet enfermement dans des réserves a pu être effectivement mortel, littéralement, pour des peuples entiers. Bon, et donc, il y a eu ce processus-là de colonisation qui a consisté sur un mode racial.
Et c'était même à partir de 1763, c'était même dans une directive royale de l'autorité britannique conquérante là, que de distinguer sur un plan racial les Européens des Premières Nations. Là. Les populations qu'on a, les peuples qu'on a désignés comme étant les Premières Nations par après. Et entre les deux, ben, y a les colons. Et c'est cette fameuse classe moyenne dont on parle aujourd'hui avec beaucoup d'euphémisme. Et les colons, ben, ils ne sont pas homogènes, on veut dire, mais ils ne sont pas non plus absolument distincts. Et c'est là où on est obligé de faire une halte sur ce qu'a légué en termes discursifs le mouvement indépendantiste québécois, pour ramener les Canadiens français au statut du colon et non pas au statut du colonisé comme on a voulu les présenter dans les années 1960, mais quand même leur conférer une spécificité dans l'histoire parce que ce ne sont pas tout à fait des colons comme l'ont été, disons, les colons britanniques, bien qu'il y ait beaucoup d'éléments de ressemblance. Bon, c'est là où il faut faire preuve tout simplement de nuance, quoi, et de montrer que effectivement, le pêcheur gaspésien, le pêcheur acadien, le travailleur dans la sidérurgie à Hamilton, le travailleur dans une manufacture de biscuits à Montréal, je veux dire, ont eu des destinées différentes, mais néanmoins ont, sur un mode générique, une même attribution, c'est qu'ils travaillent dans la colonisation, dans le processus colonial qui résume l'histoire du Canada, non pas comme des sœurs, non pas comme strictes victimes, mais comme les petites mains de l'engagement colonial, du processus colonial, comme les subalternes de l'activité coloniale, donc comme les subordonnés de cette grande histoire. Donc, ils ne décident pas, ils ne profitent pas, ils ont au passage un petit butin assez médiocre, quoi, une sorte de petit avantage. Ça peut être un lopin de terre, un poste dans une administration, un petit salaire, une paire de tickets pour la partie de hockey du lendemain. Ça peut être toutes sortes de petits avantages qu'on tire du fait de collaborer ici avec les colonialistes, enfin les colonisateurs, pour éviter de vivre dans la souffrance et l'abjection à laquelle on a réduit les peuples, eux, résolument conquis sur une base raciste, disons-le, sans détour. Bon, et donc après, il y a des colons qui sont prolétarisés, qui sont complètement réduits à une force de travail disponible à merci par des puissants. Il y en a d'autres qui s'en tirent un peu mieux et qui gravissent certains échelons pour se hisser dans une fameuse classe moyenne un petit peu plus aisée. Mais il reste que ce ne sont pas des gens qui décident. Ce sont des gens qui sont aux abois pour des emplois, ou des abois pour des investissements, qui courbent les chines devant les plus puissants, qui tiennent le discours des puissants pour les conforter, les satisfaire, mais qui ne sont pas des décideurs. Et les processus électoraux ont favorisé en rien une transformation profonde de ce régime, d'autant plus que ce régime pourra être transformé le jour où on admettra en ce que l'on a fait, qui on a été et qui nous ne voulons plus être aussi. Oui. Par là. Donc c'est ça, derrière ton essai, il y a quand même l'idée de l'émancipation des colons, leur propre émancipation de ce statut finalement. Est-ce que tu penses que c'est atteignable ? Est-ce que justement il n'y aurait pas une alliance à faire avec, je ne sais pas si l'alliance est un bon terme, mais avec les Premières Nations, que tu appelles les peuples d'origine, pour qu'on puisse se sortir de ce statut justement de serviteur de l'entreprise coloniale ? Ce rapport-là est absolument indispensable. On ne peut pas penser à un essor autrement que par une récidive, par un réinvestissement d'une scène qui est déjà produite et que l'historien Richard White décrit très bien dans un livre qui porte le titre de Middle Ground. Il faut quand même se demander pourquoi il a fallu aller à Toulouse pour obtenir une traduction de ce livre. Mais il reste que le livre de Richard White, le Middle Ground, malheureusement, il n'a pas été, je dirais, suffisamment traduit. On a manqué de souffle quand il est venu le temps de traduire le titre. Non, mais je pense qu'on aurait pu tout simplement le traduire par le terrain d'entente. C'est-à-dire qu'il y a eu, les siècles derniers, lorsque la conquête d'Européens, à des étapes différentes, a conduit à des guerres, à des rapports d'influence, à une transformation des colonisés en colons pendant un certain temps, parce qu'on en a fait des collaborateurs qui pratiquaient la traite des fourrures sur un mode quasi industriel dans les standards de l'époque.
hein, quitte à complètement mettre son dessus-dessous une économie de la nature qui était évidemment précaire. Bon, des guerres qui ont entraîné des migrations vers l'ouest. On s'est retrouvé dans la région des Grands Lacs entre gens de partout, hein, je veux dire des communautés qu'on qualifie d'autochtones aujourd'hui, des Européens de différentes provenances, qui ont eu à faire république. Dans un rapport qui, évidemment, impliquait le marchandage, mais ne s'y réduisait pas. Où là, on a dû établir des règles, une diplomatie, des modalités de règlement des différends, une culture commune. Et là, il y a eu l'éclipse, hein, d'un essor républicain qui n'avait rien d'une pratique purement coloniale où des puissants arrivent des intérêts marchands pour spolier un peuple, hein, de ses éléments en faisant au fond des rouages bien utiles pendant un temps, quitte à ensuite à complètement les abandonner, à les enfermer dans des réserves. Plutôt que de strictement avoir ce rapport-là au monde, il y a eu un exemple, hein, d'un essor possible. Et pour y arriver, il faut simplement qu'on soit capable, surtout nous, colons, de se regarder en face, tout simplement, de passer par ce moment psychique où on se nomme tel qu'on est. Le problème du Canada, c'est qu'il a développé par sa propagande tout un discours de fausse conscience. On sait plus se nommer et c'est pas très important. L'important, c'est de consommer, d'être un consommateur avec un pouvoir d'achat. Et sinon, on s'identifie par le cortex préfrontal à toutes sortes de figures anecdotiques. Hein. L'homme Terry Fox, un championnat de hockey, je ne sais trop, le bras canadien sur une navette spatiale. On ne sait plus à quelle broutille s'accrocher pour donner une sorte de semblant de consistance à une étendue qui n'en a aucune. Hein? Donc, donc, plutôt que de s'accrocher comme ça à des vétilles, l'heure serait venue plutôt de se dire qu'est-ce qu'on a fait ici? On a été des colons, on a été des petites mains d'entreprises de spoliation, de destruction, d'accaparement pour des marchés étrangers. C'est ça une colonie. Les commanditaires étaient largement des étrangers ou des oligarques qui trônaient ici, mais hors sol. Hein, la preuve, c'est qu'on a un rapport à notre nature qui est totalement étrangère, hein, à un lien organique. Hein. C'est comme si nous vivions encore, bien que là nous soyons d'ici après des siècles, nous vivons encore comme des étrangers à notre sol, comme s'il n'existait que pour être exploité et surexploité. Hein, c'est quand même une forme d'aliénation formidable. Pour en sortir, il faudra en passer par une prise de conscience qui supposera peut-être qu'on ait mauvaise conscience. Le problème, c'est toute l'idée de l'équivoque de mon titre, hein, de mon sous-titre, hein, une mauvaise conscience de classe. C'est-à-dire que parce qu'on a mauvaise conscience quand vient le temps de se regarder en face, parce que c'est pas du tout glorieux de se dire qu'au fond, on n'a même pas été soit des franches victimes ou des vrais conquérants, mais simplement les éléments médiocres entre eux deux qui servaient à accomplir un dessein ma foi, vil et très peu morale. Mais à ce moment-là, comme on a mauvaise conscience de classe, au sens où on arrive mal à se lire, à se voir, à se percevoir, à se concevoir dans l'histoire, et on se voit par des billets tout à fait erronés. Il faudra un jour se regarder en face. Et c'est à ce prix-là qu'on arrivera aussi à quitter ce que nous avons été, c'est-à-dire à démanteler le Canada, puisqu'il s'agit essentiellement d'un pays impérialiste, et à former des entités régionales qui existent à des échelles viables, où on peut vraiment discuter. Moi, personnellement, évidemment, j'ai rien contre les Saskatchewanais, je les connais pas, mais je sens toujours un peu artificiel le fait de devoir délibérer avec eux quand vient le temps d'élaborer des politiques qui se veulent nationales et publiques et qui sont censées me représenter. C'est-à-dire qu'on est dans des ensembles qui sont complètement artificiels et qui nuisent à la délibération, alors que si on fondait des entités politiques censées conforme à des dynamiques régionales viables et existantes et observables, à ce moment-là, on pourrait effectivement passer une étape supérieure et s'émanciper. Ça fait écho beaucoup. Quand j'ai lu ton livre et que je suis arrivé à cette partie sur démanteler le Canada, où tu parles justement de ça, de reformer des collectivités autour des territoires, ça m'a beaucoup fait penser au concept de biorégion. Je ne sais pas si tu connais un peu ce concept-là. Les biorégions, c'est des territoires dont les limites ne sont pas définies par des frontières politiques, mais par des limites géographiques qui prennent en compte à la fois les communautés humaines et les écosystèmes. Donc, est-ce que c'est un peu de ça que tu te rapproches quand tu parles de refonder des collectivités à ces échelles-là?
Je suis pas passé par ce chemin-là sur un plan intellectuel, mais je m'y reconnais tout à fait là, oui. Sur le plan, je dirais cette fois des nécessités. Heu, un déclic que j'ai pu avoir pour ma part, pour en arriver à ce constat-là, c'est lorsque j'ai lu le livre, j'ai relu, hein, aux fins d'un cours que je devais donner, le volumineux ouvrage d'Émile Durkheim, Le Suicide. Bon, j'avais complètement oublié la conclusion. D'ailleurs, j'ai parlé ensuite à des amis sociologues en leur demandant qu'est-ce que c'est la conclusion du suicide. Personne ne s'en souvenait. Et quand même, c'est saisissant parce qu'en fait, ce que fait Durkheim, qui est friand de statistiques, hein, comme sociologue, c'est de faire des recoupements statistiques à son époque. C'est avant Internet et avant un appareil Mhm. d'État beaucoup plus performant maintenant qu'avant. Euh, Avant donc qu'on en a, il arrive quand même à, bon, je vais faire ça court, là, mais à croiser des statistiques qu'il a à sa disposition pour essayer ensuite d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'on se suicide sur un plan social, quoi, indépendamment des incidents et puis des histoires individuelles et intimes. Et il essaie d'analyser, d'observer, de dégager des tendances. Et son constat à la fin, c'est de dire on se suicide parce que nous sommes les membres d'entités politiques trop grandes. Nous sommes membres d'entités politiques trop vastes, c'est-à-dire que nous nous sentons comme une goutte dans l'océan. Nous sentons que On contribue pas. oui, on contribue pas à nos réflexions, nos votes, nos participations, notre activité, se trouve subsumé sous un grand tout qui est tellement décalé, tellement éloigné, euh, qu'il fait de nous finalement des atomes, quoi, des rouages. On se sent pas investi de sens, alors que dans des communautés où il y a une cohésion régionale, sociale plus grande, où on connaît un peu tout le monde, je dirais que ma présence depuis 3 ans dans la péninsule acadienne n'est pas étrangère non plus à cette sensibilité-là. Je veux dire, là où on sent qu'il y a un sens, quoi, puis au sens même d'une direction avec des carrefours, puis bon, bon, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'ensuite on peut aussi faire une sociologie, là, des petits espaces, des démographies restreintes. Là. Je ne suis pas en train d'idéaliser, mais il dit ça, lui. Bon, que ça contribue au suicide. Quoi, et bon, ça a fait réfléchir. Et sans nécessairement moi, comme ça, postuler une échelle, là, puis dire voilà, c'est cette échelle-là qui est la plus adéquate. Quoi. Il reste qu'effectivement, lorsqu'on est dans un tout qui s'appelle le Canada, où c'est à des milliers de kilomètres d'ici qu'on décide de ce qu'il va y en être des pêches, puis de la construction d'un oléoduc, puis des mesures fiscales, là, je ne sais trop quel acteur social qui visitera jamais la capitale de sa vie parce qu'elle est tout simplement trop éloignée, on sent bien qu'on est dépossédé là, et qu'on est administré. Et ce qui en découle du point de vue de la psychologie politique, c'est de se vivre comme administré. Et on se fait dire aux 4 ans, ben, vous pouvez choisir votre administrateur. Mais on est loin du principe républicain, au théorique au moins, à savoir que l'institution publique est le reflet d'une volonté politique souveraine et qu'elle est censée, quelque sorte, être la traduction d'une délibération en cours au sein du peuple et qu'elle trouve sa légitimité dans ce lien-là. On est administré par des puissants qui sont des colonisateurs qui aujourd'hui n'ont plus vraiment de nom. Enfin, ils ont des noms changeants. C'est ce qui compte, le capital, le pouvoir. À la fois financier, industriel, lobbyiste, relationnel, de s'imposer dans la filière de l'eau, dans la filière des céréales, dans la filière du gaz, pour imposer ses vues. Avec un peu de gouvernance là-dedans, on va obtenir les assentiments qu'il faut pour aller de l'avant avec des projets comme ça, d'exploitation colonialiste. Quoi. Donc ça, il y a cette idée qu'on est subordonné à eux, mais qu'il n'y a aucun processus, aucune même philosophie politique à l'œuvre pour nous rappeler que la légitimité de tout corps politique, de toute institution politique, de toute instance politique, c'est la reconnaissance de ceux qui lui sont soumis si on reste démocrate. Quoi. Bon, il n'y a pas beaucoup de démocrates ici. Et ça me fait penser justement à ce que tu dis, c'est dans ton livre tu cites John MacDonald qui disait, je cite, « Nous devrions avoir un gouvernement fort et stable sous lequel nos libertés constitutionnelles seraient assurées, contrairement à une démocratie, et qui serait à même de protéger la minorité grâce à un gouvernement central puissant. Nous devons protéger les intérêts des minorités et les riches sont toujours moins nombreux que les pauvres. » Donc ça, c'était très frappant. Ça m'a beaucoup fait penser aussi à l'abbé Sieyès en France, qui disait que la France ne saurait être une démocratie, mais c'est un peu en parallèle.
Donc c'est On vraiment pourrait ça. aussi, en ce sens-là, relever une autre citation que je me suis permis d'inscrire dans le livre, qui est de Kenneth Irving, qui dit le Nouveau-Brunswick ne peut pas être à la fois démocratique et industriel. Il faut choisir. Et il est trop petit pour être politique. Ouais, Donc, il n'est qu'industriel. Oh, je coupe l'herbe sous le pied. Non, 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 c'est bon. De toute façon, j'allais pas ne pas mentionner la famille Irving. Tu en fais d'ailleurs toute une partie dans ton livre, donc c'était. Allons-y, allons-y. Donc oui, la famille Irving qui détient un monopole, je dirais même, c'est même pas un monopole d'État, c'est un État monopole. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus sur justement comment ce colonisateur a réussi à garder une emprise aussi forte dans notre province? Ben, je dirais ici, déjà, je m'arrête sur le mot province parce qu'il me passe à travers la gorge. On sait que province, étymologiquement, ça veut dire pour les vaincus. Hein, donc, quand on parlait de statut tout à l'heure, là, imaginez l'impact que peut avoir sur des esprits, même si on n'est pas tous férus de philologie au point de pouvoir faire l'étymologie de chaque mot. Lorsque continuellement on nous dit qu'on est dans une province, hein, c'est-à-dire qu'on nous a aménagé des espaces que nous faisons partie des vaincus, et ça inclut évidemment les colons qui sont simplement au fond, les gestionnaires de ce régime, hein, administrant les vaincus, ça percole, quoi, ça finit par façonner les esprits. Je vais dire, quant à l'Irvingui, ce que je disais sur les Desmarais au Québec ou d'autres familles ailleurs, il n'y a pas de raison qui fasse, puisqu'on est à la classe, là, qu'il n'y a pas de raison qui fasse que ces pouvoirs-là ne fassent pas l'objet de réflexion. Bon, les Irving, puissants comme ils sont, présents comme ils sont, tapageurs comme ils sont, parce que sans me référer à des métaphores animales, là, ils délimitent très bien leur territoire, ils arrivent à s'imposer comme un pouvoir qui mérite réflexion. Quand je dis réflexion, je ne veux pas dire des hagiographies où on les cite en début d'ouvrage comme étant des héros de l'histoire. Je parle de réflexion critique digne de l'université. Bon. Et ils méritent donc qu'on réfléchisse à ce qu'ils sont. Bon, moi, dans un premier temps, il me semble qu'une famille comme celle-là, qui est présentée, dont aucun premier ministre ne veut parler, mais aucun, sauf depuis Louis-J. Robichaud, là, depuis 1970, il n'y a pas un premier ministre qui a voulu simplement parler des relations qu'implique cette famille-là, comme si c'était un tabou. Une famille dont Michel Cormier, qui n'est pas, je veux dire, qui est pas un militant incendiaire de l'extrême gauche, là, mais qui a été directeur d'information Radio-Canada et qui, par ailleurs, a écrit un livre, une biographie de Louis Robichaud, écrit à plusieurs reprises dans son ouvrage que on ne peut pas former de gouvernement au Nouveau-Brunswick et adopter des politiques publiques conséquentes, là, la gestion des égouts, je ne sais trop quelle affaire courante, hein, sans l'aval de la famille. Ça, c'est un journaliste qui l'a dit d'une manière assez banale, puis on a la même chose chez d'autres observateurs, là, ou journalistes, ou enquêteurs. Hein. J'en cite une ribambelle dans mon travail, hein, notamment Diane Francis, qui est pourtant quelqu'un qui signe des apologies, hein, de la classe financière canadienne et qui arrive ici et qui n'en revient pas de voir l'opacité du régime, la domination d'une famille sur tout un ensemble. C'est quand même assez impressionnant. Donc, si on s'arrête sur ce phénomène social-là, j'en dirais d'abord une chose, c'est que le modèle d'affaires d'Irving est tout à fait singulier à notre époque. Il consiste en une approche contraire et même inverse à celle des multinationales. C'est comme si on inversait un gant, là. La multinationale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se spécialise dans un domaine très précis, hein, où elle a des filiales qui, elles, sont spécialisées dans des domaines très précis. Hein. Ça peut être le divertissement de masse, les céréales, je sais pas, les grains génétiquement modifiés, ça peut être, bon, on le sait quoi, dire le commerce du chocolat. Bon, c'est des filières comme ça très précises. On essaie de saturer, quadriller la planète, hein, avec son produit par des tactiques d'influence qui relèvent vraiment de souveraineté privée. Là. On est dans une sorte de bras de fer ou de complaisance aussi à l'avantage des instances privées là, dans un rapport dialectique entre État et souveraineté privée.
Les Irving, là, qui constituent une sorte d'entité difficile à comprendre là, dans son fonctionnement disons, précis, parce que bon, tout est assez opaque. Ce sont des entités agglomérées qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, par rapport auxquelles on a très peu d'informations, fonctionnent à l'inverse, c'est-à-dire qu'elles ont élargi au maximum leur champ d'opération, les filières d'activité dans lesquelles elles sont présentes, dans un territoire restreint. C'est-à-dire qu'on a pris, pas seulement le Nouveau-Brunswick, mais on pourrait dire la région atlantique qui inclut l'Est du Québec, le Maine, en disons plus les 4 provinces maritimes. Bon. Et donc, on a là une famille qui a une force de frappe qui se révèle par mille et un indices qu'on pourrait commencer à corriger pour comprendre quel est ce pouvoir, lui donner un nom, l'analyser, simplement être capable aussi de s'outiller par rapport à lui, tout simplement parce qu'il constitue un objet de pensée digne de ce nom pour des universitaires. Bon, d'abord, ça me paraît très clair. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir bon, la communication de la famille. C'est-à-dire que quand ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans qu'on fait peur à tout le monde, qu'on obtient au fond finalement une sorte de silence tacite, un silence, une sorte de complicité tacite de la part de beaucoup de gens. On n'est plus habitué à la critique. Et tout d'un coup, quand la critique surgit, on ne sait plus y réagir. On a une famille qui ne sait pas réagir à la critique et qui, très souvent, tout d'un coup, le fait spontanément, impulsivement, et envoie des lettres, et puis se révèle encore plus. Je pense par exemple au député vert Kevin Arsenault qui a reçu une lettre d'Irving disant oui, on est allé aux Bermudes dans les années 70, tout est dit, tout est bon, il y a comme une admission formidable. Là. Oui, on a contourné le fisc du Nouveau-Brunswick et du Canada. En gros, la loi, nous, quand on veut s'en jouer, on s'en joue. Quand on veut la contourner, on a le pouvoir de la contourner. On l'assume absolument. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas fait ça, il aurait pratiquement fallu déclarer faillite et faire perdre des emplois aux pauvres néo-brunswickers qu'on aime tellement parce qu'on aurait été... on aurait croulé sous les impôts. Alors ça, c'est la rhétorique qui est dite, mais c'est formidable de dire ça. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut plus se plaindre qu'on se fait critiquer parce qu'on contourne des droits, ma foi, quand même favorable au capital au Canada. Je veux dire, à ce que je sache, le Canada, c'est pas Cuba. Quoi. Mais voilà, il y a ces aveux qui sont faits de temps à autre et qui peuvent favoriser au fond la recherche pour penser un pouvoir qui est de nature particulière parce que c'est un pouvoir qui est pas tout à fait seigneur. On est obligé d'utiliser des métaphores. Hein. J'y ai pas manqué moi-même. Puis les métaphores, elles nous jouent des tours parce qu'évidemment, elles ne sont pas adéquates. C'est un concept. C'est encore une métaphore, c'est qu'on essaie d'approcher quelque chose qui n'a pas de nom. La métaphore produit de la sémantique là où il en manque. Bon, donc on s'approche, on tâtonne, mais bon, c'est pas vraiment un pouvoir féodal, c'est pas vraiment un pouvoir colonial à l'ancienne, dans le sens où c'est pas une société à charte qui est mandatée par Londres pour s'occuper d'une activité monopolistique. C'est pas une multinationale traditionnelle non plus. C'est un phénomène, c'est une bébête assez bizarre là, que cette famille. Là. C'est un objet qui nous échappe du point de vue notionnel, et c'est pour ça que c'est très important pour deux raisons de l'étudier. D'abord, parce que c'est un pouvoir important qui serait intéressant de comprendre, ne serait-ce qu'aux fins de la connaissance, mais aussi parce que l'université constitue un service public. Ce sont plus que jamais, puisque cette famille paie très peu d'impôts, elle est très puissante, très présente, ce sont plus que jamais les contribuables qui financent les universités. J'entends les petits contribuables, les particuliers, vous et moi qui travaillons, et du coup, il serait tout à fait justifié qu'on considère que l'activité de recherche vise à outiller, à informer le commun des affaires du monde, y compris celle-là. Mais les universités ne sont pas forcément non plus libres de pouvoir enquêter sur ces... En tout cas, de pouvoir travailler sur ces sujets-là. J'aime beaucoup la devise du Canard enchaîné en France qui dit « La liberté ne s'use que si on ne s'en sert pas ». C'est vrai. Donc, oui, mais ce que je voulais dire par là, c'était que beaucoup Irving finance, la famille Irving finance l'université, fait des dons qui sont, comme cette année à l'université de Moncton, qui sont célébrés pour leur générosité. Ça donne des freins aux chercheurs qui veulent éventuellement, chercheuses et chercheurs qui veulent éventuellement s'intéresser à ce pouvoir, comme tu dis. Donc, est-ce qu'il y aurait des pistes d'amélioration, en tout cas, pour aider ces chercheurs à faire ce travail-là?
Mais elles sont logiques, d'abord et avant tout, là. C'est-à-dire que, c'est simplement pour comprendre ce phénomène, disons, fiscal, là. C'est-à-dire que les paradis fiscaux dont l'usage, le recours a été légalisé au Canada d'une manière vraiment étrange, puisqu'on a des lois qui contreviennent à l'esprit de la loi fiscale, hein. Mais ce sont des lois, disons, heuristiques applicables, hein, opérationnelles, qui contredisent le principe fiscal lui-même, là, à savoir qu'on notre régime fiscal fonctionne ainsi, hein. C'est comme si on avait un poste à péage sur une autoroute avec une voie de contournement pour les voitures de luxe. C'est comme ça que fonctionne le système fiscal. Plus on est riche, plus on a de grandes entités, plus il est facile ici, plus on a d'opérations internationales, plus il est facile de faire transiter des fonds par la Barbade, hein, surtout, hein, pour éviter de payer son dû. Bon, et ensuite, on dit aux gens, on ose dire aux gens, parce que ceux qui le disent, ce sont souvent des politiques de carrière qui sont proches de l'oligarchie ou en font partie. On ose dire aux gens, vivez au-dessus de vos moyens, faut se serrer la ceinture, la fête est finie, c'est la fin de la récréation. Enfin, bon, c'est quand même incroyable de dire ça, alors que ceux qui se payent un grand party depuis 50 ans, ou 40 ans, tout le moins, ce sont les oligarques, quoi. Bon, mais à eux, on ne dit rien. Il serait vraiment préférable qu'on paie des impôts au taux que serait le nôtre s'il n'y avait pas cette concurrence des paradis fiscaux. Et là, c'est une autre intervention, on l'aura un jour, là, si on le veut. Mais je veux dire, si dans un monde, il faut se rappeler qu'en 1980, le taux d'imposition au palier fédéral seulement, le palier fédéral était de 38% pour les grandes entreprises. Il est rendu à 15%. Vous voyez la dégringolade, quoi. C'est-à-dire que non seulement on a laissé les capitaux fuir, mais on a diminué la charge fiscale des capitaux qui sont restés. Donc le manque à gagner est terrible. C'est ce qui fait qu'ensuite les États disent mais il n'y a plus d'argent pour les universités, comme il n'y en a plus pour la culture, pour le logement, pour l'aménagement du territoire, pour tout ce qui est important, hein, pour nous tous. Alors que les entreprises continuent de bénéficier du soutien de l'État. Non, je dis, leur personnel est formé sur mesure aux frais des contribuables dans des universités, dans des collèges techniques, dans des écoles secondaires. On aménage le territoire, on asphalte les routes, on construit des aéroports. On dit, c'est sur la base des deniers publics qu'on finance les infrastructures. On offre des forêts, mais je veux dire, en disant, faites-y à peu près ce que vous voulez. Hein. Donc, on subventionne la création d'emplois, la recherche de pointe. Je veux dire, c'est incroyable tout ce dont bénéficient les entreprises. Et en retour, elles développent toute une propagande consistant à dire est trop lourd, trop gourmand, les fonctionnaires sont incompétents, vive le privé, évitons de payer l'impôt, c'est du vol. Bon, il y a une mauvaise foi athlétique là, qui est à l'œuvre de leur part. Et c'est tout ça qu'on peut essayer de débrouiller sur un plan critique, tout simplement, et avant même de militer, de se rouler dans des broches, de se présenter avec des bannières ensanglantées. Il ne s'agit même pas d'en venir à ça. C'est simplement de comprendre d'abord, dans un premier temps, comme universitaire, quel est cet objet, qu'on ne va pas faire semblant que tout est rose et on ne faut pas faire comme ça des fresques comme ça en hommage à des gens que Howard Zinn présentait comme des barons voleurs. Non, c'est sûr. On va passer à la période de questions maintenant, là, il est presque 12h40. Si vous avez des questions, si le public qui nous regarde a des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo Facebook, en direct. Moi, il y a une personne qui m'a écrit parce que la personne ne pouvait pas assister aujourd'hui, mais elle nous regardera à distance, donc on attend que quelqu'un pose des questions en commentaire, là j'en vois pas. Je vais poser les questions que j'ai reçues. Alors, c'est une question d'Arnaud. Les combats racialistes que nous vivons en ce moment dans de nombreux pays n'amoindrissent-ils pas les chances d'obtenir un jour des alliances entre colons et colonisés? Ben, oui, ça me permet de répondre à une question que j'ai laissée en suspens tout à l'heure sur le maintenant. Hein. Pourquoi parler du livre? Pourquoi le faire maintenant? Et aussi, bon, puis une autre question, enfin, j'ai laissé tomber quelques balles en jonglant, là, et je vais essayer d'en rattraper une. Cette alliance-là, on n'aura pas le choix de la faire. Et on n'aura pas le choix de la faire pour des raisons circonstancielles. Et on a un grand problème, nous, modernes,
nous, occidentaux modernes. On a un grand, grand problème. C'est qu'on s'est convaincu depuis 2 siècles, depuis le siècle des Lumières, là, en gros, depuis plus de 2 siècles, que nous sommes des sujets de volonté et que le monde est à notre disposition. Hein, et qu'il suffit pour des sujets politiques de vouloir quelque chose pour qu'il s'en suive des répercussions historiques, sociales, vérifiables. Quoi. Bon. J'ai bien aimé quand je suis retombé sur un texte d'Hannah Arendt sur la violence et la politique. De voir parmi les définitions du pouvoir, parce qu'elle est un peu embêtée, Hannah Arendt, de voir que continuellement on cite pouvoir, violence, puissance, d'une manière interchangeable. Alors, elle essaie de distinguer les mots, elle dit bon, ouais, voilà, c'est quoi la puissance en politique, c'est quoi le pouvoir, c'est quoi la violence, c'est quoi. Bon. Et à un moment donné, elle arrête sur la force. Elle dit la force, ce n'est pas ce qui relève de la volonté, c'est ce qui se passe par la force des choses. Il arrive dans l'histoire que des choses se passent indépendamment de la capacité qu'ont les sujets politiques à délibérer, à trancher et à décider. Il arrive un moment où, par la force des choses, il faut en changer de paradigme, penser autrement, modifier nos approches. Et en ce qui nous concerne au Canada, et ça fait partie de l'urgence, au-delà de la volonté, des processus psychologiques, hein, de la souveraineté, des libertés, bon, c'est indépendamment de tout ça, il arrivera au 21e siècle un moment majeur pour nous comme pour tous les peuples du monde, à savoir une crise climatique et une crise de la biodiversité qui nous pend au bout du nez et qui s'additionne à d'autres crises que sont dire la pénurie dans le domaine de l'énergie et dans le domaine des mines. Bon, on est notre régime d'exploitation extractiviste, productiviste, consumériste et capitaliste est un régime irresponsable, hein, puisqu'on veut engranger à l'infini des profits dans un monde fini. Ça a été dit 1000 fois, un enfant comprend. Hein, bon, et et parce qu'on continue sur ce mode irresponsable, la mondialisation financière, ce régime de production et de consommation qui repose sur des traités de libre-échange, sur l'autonomie des banques centrales, sur la capacité qu'ont les banques à produire de la monnaie, sur le devenir souverain des multinationales, qui sont pratiquement des semblants d'États, là, qui ont un pouvoir cumulé qui transcende celui des États. Tous ces phénomènes-là relèvent aujourd'hui d'une étoile morte. Hein, ce n'est pas viable. Hein, et il faudra à un moment donné revenir à des échelles qui ont du sens, ne pas considérer qu'on peut à tout jamais consommer des objets comme ça qui nous viennent de Chine, hein, et qui ont traversé la planète pour être fabriqués par enfants, et on donne $1 par mois. Il faudra en revenir à une organisation qui est plus sensée, qui est adaptée et qui est aussi une réponse à une crise. Et donc, il faudra devenir républicain. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut utiliser un autre mot, démocrate, on peut utiliser différents mots hein, si on n'aime pas celui-là, un peu macho, qu'on l'utilise spécifiquement, mais par commodité et sur un mode conceptuel et philosophique, j'y recours, on deviendra républicain au sens où il faudra, qui que nous soyons, sur un territoire donné, à une échelle sensée, s'organiser autrement que sur le mode de la guerre civile et du rapport fasciste des plus puissants envers des plus pauvres, des dominés, et se dire, bah, qui sommes-nous? Que pouvons-nous? Quelles sont nos forces? Quels sont nos atouts? Quelles sont nos compétences cumulées? Qu'est-ce que nous avons à disposition? Comment, d'une manière viable, pouvons-nous nous organiser? En fonction de quels besoins? En fonction de quels désirs? En fonction de quelles aspirations? Comment coordonner tout ça? Qui que nous soyons, hein, on sera pris ensemble hein, dans notre langue vernaculaire en français, en Amérique, on dirait qu'on est pognés ensemble, on est pris là, sur ce territoire-là, nous, hein, Mi'kmaq, je veux dire, haïtiens de deuxième génération, québécois, acadiens, il faudra à un moment donné s'organiser. Parce que cette crise-là sera un choc qu'on n'imagine même pas au 21e siècle. Et le mieux qu'on puisse faire pour l'instant, puisque les décideurs publics n'ont absolument pas résolu à le faire, c'est de nous y préparer et de penser des formes d'organisation régionales, forcément, alternatives et incluantes. Inclusives. Oui. Une autre question de Cédric pour l'Acadie Nouvelle. Donc, quel lien peut-on faire de ton analyse avec les événements de pêche par rapport à la pêche de subsistance entre les Acadiens et les Autochtones? Je connais pas assez le dossier dans le détail pour me prononcer.
Euh, euh, ce que je peux dire, c'est que dans l'optique qui se profile, hein, euh, l'économie ne consistera plus simplement à se présenter envers un fournisseur inscrit dans la mondialisation industrielle et commerciale, là, en lui promettant euh, en masse la ressource naturelle, de la matière première. Donc, tu veux du poisson, tu veux de la canneberge, tu veux du bleuet, tu veux du crabe, ben moi, je vais te fournir en masse pour que tu puisses distribuer ça à tes clients à New York, au Japon, je ne sais trop où, à Los Angeles, à Toronto. Et moi, je me présente comme un vendeur de gros pour que tu me donnes des devises, hein, de la liquidité que je vais pouvoir, moi, concentrer en masse et un petit peu éparpiller au profit de ceux qui sont salariés, là, ils sont mes colons, quoi. Nous, ensuite, avec cet argent-là, aller au Tim Hortons et au Walmart. Ce n'est pas de l'économie régionale, ça, c'est une intégration à une économie mondialisée qui nous soumet absolument et dans laquelle on est sûr de perdre. La question, ce sera plutôt de se dire, pêcher, à quel sens pour nous, là où nous sommes? Bon, éventuellement, il pourrait y avoir un peu d'excédent. On va aussi faire un commerce transfrontalier. Là, je sais pas, on peut revenir à l'âge de pierre, mais il y aura quand même une halte, hein, et un effondrement de ces logiques-là. Et à ce moment-là, un conflit comme celui-là n'aura plus lieu d'être comme il a lieu maintenant, parce qu'il n'aura plus lieu dans les mêmes termes. On va se demander comment nous, ensemble, parce qu'il n'y aura plus de eux et nous, une différence de statut, comment nous, une entité politique commune, parce que là, c'est le problème, c'est qu'on a scindé les gens en catégories. Comment nous, on considère la pêche pour nous, tandis que d'autres ailleurs auront d'autres forces et se soucieront surtout d'une souveraineté alimentaire avant de penser en termes d'excédent. Le plus fou maintenant, c'est que le capitalisme mondialisé nous a amené à penser d'abord en termes d'excédent pour ensuite penser en termes de souveraineté alimentaire. Comment produire de l'excédent pour ensuite avoir les devises qu'il faut pour satisfaire nos besoins premiers. C'est fonctionner à l'envers et on remettra les gens sur leurs pieds. Il y a un excellent, d'ailleurs, une petite parenthèse, mais il y a un excellent documentaire qui vient de sortir chez Radio-Canada sur l'autonomie alimentaire du Québec, que je recommande chaudement. Une autre question donc, de Brigitte sur donc, que dit Monsieur Deneau quand le Canada est, semble-t-il, pris en exemple sur sa gestion du multiculturel? Peut-être le multiculturalisme, j'imagine. Ben, le multiculturalisme constitue une façon de privatiser l'engagement culturel. C'est-à-dire que oui, ici, je le dis dans mon livre, hein, je veux dire oui, ici, par rapport à d'autres endroits dans le monde, on a beaucoup moins à se soucier de la couleur de sa peau, de son sexe, de son accent. Il y a un Chilien un jour me disait qu'à Toronto, la plupart des locuteurs anglophones n'ont pas l'anglais comme langue maternelle. Bon, mais au fond, pensez-y. Ça, c'est dans le domaine privé. Vous pouvez parler les langues que vous voulez, pratiquer le culte que vous voulez, cuisiner les plats qui vous chantent, faire des festivals. C'est bon pour le tourisme, d'ailleurs, c'est super. Bon, vous organisez, l'important, c'est que vous suiviez l'œuvre coloniale, c'est que vous restiez des colons. Comment? En participant au business en anglais. Alors, si vous êtes prêt à participer au business, préférablement en anglais, pour le reste, faites ce que vous voulez, parce que le colon, c'est simplement la personne qui se soumet à une tâche qui lui est réservée dans une grande entreprise qui consiste à exploiter un territoire au profit d'ayants droit, au profit de fonder de pouvoir, de possédants. Et cela, tant qu'on ne le critique pas, on peut y aller. Quoi. Mais parler aux gens de Winnipeg qui ont un sens de l'histoire et qui se rappellent les grèves qui ont été faites par des Ukrainiens ou par des étrangers au nom du droit des travailleurs. Et vous verrez que l'idylle multiculturelle s'arrête lorsqu'on remet en question ces modalités de fonctionnement-là. Alors ensuite, on a une autre question de Marie-Noël.
Peut-on faire des parallèles entre l'attitude des Acadiens envers les Autochtones, notamment dans le conflit actuel en Nouvelle-Écosse, et les Québécois avec les Autochtones au Québec, en termes de colonialité? Euh, Ce n'est pas ma spécialité. Je le dirais comme ça, pour être honnête. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour penser les relations spécifiques entre communautés à l'échelle du Canada. Je regrette que dans la question, on ne parle pas des anglophones comme si eux, ils avaient envers les peuples d'origine un rapport transparent et pacifiste. Je veux dire, on pourrait vraiment instaurer une dialectique entre un camp très largement européen, avec toutes sortes de nuances à faire, et un autre camp serait celui des peuples premiers, si vous voulez. Et moi, ce qui m'intéresse, étant donné que ma formation, c'est en philosophie, puis ce qui m'intéresse, c'est de développer des concepts. Hein. Les concepts, ils ne tombent pas du ciel, il faut les faire, il faut les élaborer. Bon, puis à partir de là, on pense des situations comme celle-là, et puis peut-être que les concepts peuvent nous aider à voir des choses qu'on n'aurait pas vues sans eux. Ça ne fait pas de moi un spécialiste de toutes ces menues questions. Cela dit, on est dans un rapport aujourd'hui où bon, on vit d'avoir enfermé des communautés dans des réserves qui ont été mortifères. Et on peut pas. Et je vais m'arrêter là parce que ça supposerait une préparation de ma part. Puis, mon objet, ça a été plus le colon, mais on ne peut pas penser que on va en quelque sorte surmonter la dialectique, hein, comme ça peut être fait, comme si ça pouvait se faire par deux coups de cuillère à peau. Peut-être un mot par contre. Je trouve que c'est très important, mais peut-être que ces conflits-là ont cette vertu-là, ces tensions-là, de sortir les peuples d'origine de la conception du bon sauvage qui s'observe autant à droite qu'à gauche. À droite, on peut très bien mépriser les peuples d'origine en les voyant comme étant primitifs, comme étant dépassés, comme étant enfantins, comme étant superstitieux, comme bon, au regard d'un déploiement technologique rationaliste des Européens depuis les Lumières. Bon, et à gauche, on peut les voir comme d'une manière mythifiante, comme au fond des peuples près de la nature, organique, exemplaires, purs, pas corrompus du tout. Il est important de faire l'histoire de peuples qui ont connu des guerres, qui ont connu des régimes politiques, qui ont développé des modalités diplomatiques pour s'entendre entre eux, qui ont une histoire riche et bon, complexe. Et si on ne comprend pas la complexité qui façonne la culture des peuples d'origine, si on ne la reconnaît même pas comme principe, on ne pourra avoir que des problèmes. Mmh. Il y a une nouvelle question de Damien. Durant les années 60 aux Pays-Bas, on a assisté à un déclin de l'industrie manufacturière locale à cause d'une augmentation de l'extractivisme et de l'exploitation des ressources naturelles. On a appelé ce phénomène syndrome hollandais. Pensez-vous donc que l'Est du Canada soit atteint de ce syndrome et comment pensez-vous qu'on pourrait s'affranchir de l'extractivisme ambiant? Vaste programme. Oui, ben, en fait, on va s'en. Je reviens à la question de la force des choses. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup besoin de minerais pour satisfaire l'informatique, les techniques de pointe et le capitalisme vert, étranger, qui n'est pas vert du tout, du tout, du tout. Les batteries de pointe, les voitures électriques, les panneaux photovoltaïques, les tours éoliennes, ainsi de suite, ne représentent en rien une approche écologiste. On fait ça pour déplacer un problème de l'enjeu du climat à l'enjeu minier. Hein, bon, c'est tout. On déplace un problème pour maintenir un mode de vie irresponsable de la part d'une près 20% de consommateurs dans le monde, soutenus par des oligarques qui ont intérêt à ce que les gens consomment dans ces régions-là du monde. Donc il y aura. Et puis bon, s'il s'agit de dire moi ce que j'en pense sur le plan de mes compétences, j'insisterai surtout pour dire que le mot d'économie doit être complètement revu et
redéfinie en fonction d'un principe qui est celui des relations bonnes entre sujets, entre eux et sujets et territoires et espèces vivantes. L'économie, c'est ça dans notre tradition, hein. Si on remonte à il y a 2500 ans, puis on égrène toutes les acceptions du mot dans différents domaines. Hein, l'économie, c'est une pensée des relations bonnes. Alors, si on arrive avec des foreuses et du cyanure et on détourne de l'eau, on pollue les nappes phréatiques, on rend les gens malades pour avoir de l'or qui vont permettre à des New-Yorkais d'avoir des beaux bijoux et puis se distinguer socialement, dans un engagement économique, parce que c'est absurde de faire tout ça, ça choque l'entendement. Donc l'économie, qu'est-ce que c'est? C'est de penser des agencements féconds, bons, euh, pertinents. C'est là qu'il y a de l'économie, encore une fois, dans un sens conceptuel qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait du mot depuis là. Et l'exploitation minière doit souvent simplement arrêter, effectivement, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens à extraire de l'uranium, de l'or, des diamants, comme on le fait, parce que l'utilité est quasi nulle. Hein, et on l'a déjà beaucoup fait dans l'histoire, on en a abondamment. Euh, et cela coûte très cher d'un point de vue écologique et social et culturel. Donc, il est souhaitable qu'on s'organise en disposant de moins de choses et en ayant des projets qui soient moins fous, moins irresponsables. Il faudra en revenir à une certaine frugalité qui sera dure à accepter pour beaucoup de gens qui ont un train de vie là, qui est irresponsable, mais qui sera néanmoins porteuse de sens, je crois, beaucoup plus sensée, beaucoup plus spirituelle au fond, beaucoup plus fondée. Il y a beaucoup de dépenses compensatoires qui se font aujourd'hui du fait d'une frustration liée à ce régime colonial là, qui est le nôtre. Et il faut le considérer aussi. Dernière question de Kevin. Vous parlez d'une gouvernance à nouvelle échelle. Une réforme de la gouvernance locale se trame au Nouveau-Brunswick. Première question, est-ce une réforme dont nous avons besoin ou d'une révolution? Deuxième question, quels sont les concepts qu'il faut garder en tête en organisant une nouvelle structure de gouvernance locale? Oui. Ben, d'abord, moi, j'ai fait un livre qui s'intitule Gouvernance, le management totalitaire. Je récuse ce mot. Le mot gouvernance est très jeune. On ne l'utilisait pas il y a encore 20-30 ans. Il est apparu à renfort de subventions auprès des associations locales, des universités, hélas. C'est un terme qui provient du monde de l'entreprise privée. Et le sens, la visée de ce mot, hein, qui s'est répandu, hélas, hein, consiste à faire, en fond, à penser toute forme d'organisation à l'aune de celles qui prévalent dans l'entreprise privée. Au fond, l'entreprise privée a développé un certain nombre de concepts et on l'a ensuite étendu à des domaines étrangers à celui de l'entreprise privée. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de clients tout le temps, de parties prenantes, d'acceptabilité sociale, hein, de tous ces mots, alors que, bon, à ce que je sache, moi, un étudiant à l'université ou un passager dans un autobus hein, ou un spectateur au théâtre ne sont jamais des clients. Il y a une notion de service public qu'on a complètement fait disparaître, de citoyenneté. Et donc, je parlais de politique, bon, de politique régionale, de politique. Et bon, la question, c'est de savoir, bon, est-ce qu'il s'agit d'un projet révolutionnaire? Oui, tout à fait, c'est un projet révolutionnaire, mais qui n'est pas romantique. Quand je parle de révolution, je n'ai pas en tête, encore une fois, ces bannières ensanglantées qu'on peut avoir comme ça, subitement à l'esprit, ou cette idée, une sorte d'ivresse populaire comme ça, qui emporterait toute une foule pour renverser sur son passage toutes les formes de domination. Il s'agit simplement d'une révolution qui risque de s'imposer d'elle-même, au sens où, bon, qu'est-ce qu'une révolution? C'est ce qui rend révolu. Bon, la révolution rend révolu des institutions, des modalités, des méthodes, un vocabulaire nuisible hein, et suranné décalé bon, par rapport à un état des lieux, par rapport à des urgences, par rapport à des nécessités, par rapport à des désirs, par rapport à des souhaits, des analyses. Et je crois que oui, ces structures coloniales, impérialistes à la canadienne sont vouées à être révolues, hein, c'est-à-dire à appartenir au passé, au profit d'un monde beaucoup plus adéquat quant aux urgences qui sont les nôtres et aux aspirations qui peuvent être les nôtres, si on se voit autrement que comme des colons.
Juste une dernière question, parce que je pense que je l'avais raté tout à l'heure. Dans le contexte où les paradis fiscaux sont créés pour les élites, par les élites, n'est-il pas illusoire de croire qu'ils disparaîtront un jour? Ben, oui, en effet, s'il n'y a pas un coup de barre là qui est donné, s'il n'y a pas cet effondrement dont on parle là de plus en plus, c'est pas seulement moi là, mais il y a toute une mouvance là de biologistes, de physiciens, d'analystes de diverses compétences là qui parlent d'un monde qui est appelé à muter, hein, de changement de paradigme pour les raisons à la fois écosystémiques, énergétiques et minières que j'ai évoquées, ou s'il n'y a pas un soulèvement de la part d'une population qui pourrait enfin être un peu fière, effectivement, les choses ne changeront pas. Aujourd'hui, on a au palier fédéral, je ne parle même pas d'ici, des gouvernements qui continuellement font la sourde oreille quand on leur parle des paradis fiscaux. Ils feignent de ne pas comprendre le phénomène pour n'y changer rien. Jusqu'à tout récemment, on avait un ministre des Finances, William, qui avait lui-même des parts dans une entité qui porte son nom et qui a des actifs à la Barbade, aller demander à cette personne-là ensuite de réformer ou d'abolir le système, c'est pas pensable. Donc, il faudra un jour peut-être voter pour des gens qui croient en la mission sociale de l'État. Mais bon, ça, c'est une autre question sur le plan de la réelle politique, mais sur le plan de l'histoire, je crois qu'il y aura simplement une mutation telle qu'on devra s'organiser tout autrement à la faveur de transformations objectives. Parfait. Donc nous arrivons à la fin de cette causerie. J'ai vu qu'il y avait encore d'autres questions. Je pense qu'on pourrait y passer très très longtemps, peut-être toute l'après-midi, mais c'est pas le but de cette causerie ici. Encore merci Alain d'avoir accepté notre invitation et merci beaucoup aussi de contribuer à la production, à la diffusion du savoir en Acadie. Plaisir, Je, je remercie également Andy Couturier et Rémi Goupil du service à la vie étudiante et socioculturelle pour leur précieux soutien logistique. À vous qui nous regardez, merci de nous avoir suivis durant cette heure de discussion. N'hésitez pas à vous procurer le livre Bande de colons dans votre librairie indépendante préférée, si vous ne l'avez pas déjà fait. Alain Deneau est également l'auteur de nombreux autres livres tout aussi passionnants. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook de l'ACFAS Acadie et du service à la vie étudiante pour rester au courant de nos futurs événements. L'ACFAS Acadie vient d'ailleurs de lancer son infolettre, dont je vais poster le lien dans le commentaire sous la vidéo dans un instant. Et vous pourrez vous y inscrire si vous voulez être tenu au courant de nos activités par courriel. On se retrouve le vendredi 13 novembre prochain à 13h30, toujours en ligne pour notre prochaine causerie, durant laquelle je recevrai Éric Doucet. Éric est un jeune chercheur en littérature à l'université de Moncton qui travaille sur l'obsession de l'or chez l'auteur français controversé Céline. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente après-midi. À bientôt.